Bonjour, madame, monsieur, dans version croisée, est-ce opportun de parler maintenant de la révision de la Constitution alors que l'on sait que Félix Tshisekedi, son mandat court déjà à sa fin? Le chef de l'État qui vient de regagner le pays après pas mal de rumeurs autour de sa santé a dit au journal Le Soir qu'il voudrait bien rempiler, c'est-à-dire briguer un nouveau mandat. Est-ce que cette révision de la Constitution n'est-elle pas une autre astuce pour faire le lit à ce nouveau mandat de Félix Antoine Tshisekedi? On en parle, on réfléchit dans ce plateau avec deux jeunes. Bienvenue à vous, madame, messieurs. J'ai le réel plaisir de recevoir à ma droite ici Elo Okito. Bonjour et bienvenue à vous. Merci, monsieur Koubabourani. Alors rapidement, vous êtes secrétaire général d'un parti politique pour le Congo. Ouais. Un parti politique que vous dirigez bien, avec des femmes également, avec des jeunes comme vous, des juristes aussi et des économistes. Exactement, c'est une petite image de la nouvelle classe politique qu'on veut voir, avec un noyau de jeunes. La petite image, c'est qu'il y a des femmes, il y a des jeunes, il y a des gens qui viennent de tout le coin du pays. Il y a de tout, mais c'est des gens qui veulent faire de la politique pour c'est pas le peuple. On ne demande pas au peuple de faire de la politique. On demande aux partis politiques de faire de la politique pour le peuple. Donc ça veut dire que vous êtes un noyau de 12 personnes, ce qui est notre cas, de 12 cadres, comme les 12 apôtres, comme les 13 parlementaires. Parce que alors c'est symbolique pour vous, vous avez fait exprès d'avoir 12 personnes. Bon, ça s'est fait naturellement, mais c'était sous inspiration divine, je peux dire. Et aujourd'hui, avec moi et mes 12 collaborateurs, nous sommes en train de tisser notre maillage sur l'ensemble du territoire national. On espère que vous apporterez aussi, vous ferez cette mission salutaire comme l'ont fait les 12 apôtres de Jésus-Christ qui ont propagé la bonne nouvelle partout dans le monde. Exactement. En face de vous, c'est Cédric Ayaka qui est cadre au Parti travailliste de Steve Bikai. Vous êtes également communicateur au Front patriotique. C'est vous qui êtes à la base de cette initiative de la révision de la Constitution qui fait jaser, qui fait couler beaucoup d'encre et salive. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour cher Gaëtan, je salue également mon co-débatteur qui est également jeune comme moi. Jeune et puis juriste, ça fait bien, on va parler Constitution, ce sont les lois, c'est la loi plutôt, on va réfléchir ensemble. Et je salue tous les Congolais qui nous suivent en ce moment et j'aimerais également que ces débats soient dépassionnés et puis que ce débat ne soit pas basé sur les juridismes. Donc réfléchissons pour le bien de tous les Congolais. Ok. Que ce ne soit pas sur le juridisme. Expliquez un tout petit peu. Bon, je n'aimerais pas que, parce que nous sommes là en train de réfléchir sur ce que doit être notre pays. Alors, si nous nous fions sur des textes qui ne nous avancent pas, alors le pays aussi aura seulement du recul. On va pas voilà. Donc, nous sommes là en train de réfléchir sur ce que doit être notre pays. Donc, ce que on doit proposer pour faire avancer notre République. Si nous sommes en face peut-être d'un texte qui nous freine au développement, je crois que de la même manière nous avions voté ces textes, de la même manière également nous pouvons les revoir. Cédric Ayaka, Steve Bikai a longtemps travaillé avec Joseph Kabila. À l'époque, on se souvient bien, il y avait eu une même initiative de révision de la Constitution. Il y a eu des gens qui en sont morts pratiquement parce que les gens n'en voulaient pas. On parlait que ça va favoriser un glissement pour que Joseph Kabila reste au pouvoir. Aujourd'hui, il est du côté de Félix Tshisekedi. On revient avec la révision de la Constitution alors que son mandat court déjà à sa fin. Si on vous demandait de expliquer en très peu de mots pour convaincre un Quinois qui vous suit de l'opportunité et de cette utilité de réviser la Constitution. Vous direz quoi? Ok, cher Gaëtan, je vous dirais que d'abord tous les Congolais qui nous suivent doivent savoir que l'initiative lancée par l'honorable Steve Bikai est une initiative impersonnelle. Donc ce n'est pas calqué à l'image d'un quelconque personnage, à l'exemple du président de la République, parce que tout le monde, ses fils, on aurait eu Jonathan Hello, président de la République, voilà, donc c'est une proposition qui n'a rien à voir de l'individu Félix Antoine Tshisekedi. Donc c'est une initiative impersonnelle. Nous sommes habitués, nous sommes dans un pays où les gens ne veulent pas réfléchir, où les gens ne veulent combattre ceux qui veulent réfléchir. Ça, c'est bien dit. Nous sommes là, nous vivons, ce que propose l'honorable Steve Bikai, c'est ce que nous vivons déjà. Mais nous les vivons dans l'informel. Par exemple, l'honorable Steve Bikai, dans sa proposition, il y a 4 axes. Il y a d'abord le passage du mandat de 5 à 7 ans. Nous l'avons vécu avant que le président Tshisekedi n'arrive au pouvoir. Et c'est généralement dans la majorité des pays africains.
lorsque on organise les élections, on arrive à arriver fin mandat, on cherche toujours des moyens, peut-être on se retrouve face à un mur dont il faut rassembler toute la classe politique pour chercher un dialogue. Alors ces dialogues-là demandent encore des moyens. Alors, donc, et ce moyen, et après dialogue, tout ça, il y a peut-être des compatriotes qui meurent, et puis par après les politiques se retrouvent sur une table, et puis par la suite, il y a un dialogue, et puis on rallonge les mandats. Chez nous, on a connu ça. En 2016, le président Kabila a été arrivé fin mandat, et il y a eu, s'il faut parler, soit appeler ça glissement de 2 ans, et puis on s'est retrouvé là. Alors, là c'est la première. Formaliser le 2 ans que Kabila a gagné pour faire un septennat. Non, ça n'a rien à voir. Okay, c'est un exemple. Okay. Et puis deuxièmement, chez nous en Afrique, lorsqu'un dirigeant arrive, il doit s'acclimater au pouvoir. Ça peut prendre 1 année, ça peut prendre 2 ans. Et puis il va commencer à travailler, ça peut encore prendre 2 ans. Et puis la dernière année, c'est l'année électorale. Donc, vous verrez que ces réalisations, pour un mandat de 5 ans, mais ces réalisations ne sont que de 2 ans. Le président américain a aussi droit à une acclimatation, non, le président américain. C'est ce que d'ailleurs disait l'honorable Steve Mbeki. Le président Kabila, le président actuel a fait également autant de réalisations, mais qui malheureusement tombe dans un océan de misère. Donc pour voir toutes ces réalisations, c'est compliqué. Là, c'est le premier aspect. La deuxième des choses, c'est nous proposons la suppression des institutions budgétivores. Donc, les institutions qui aujourd'hui... On veut bien comprendre la première des choses, vous avez dit, c'est le septennat. Le septennat. Donc, nous voulons que nous sortions du mimétisme des 5 ans, comme on l'a copié ailleurs. Revenons à nos réalités comme c'est fut avant. Ayons un mandat pour tout mandat électif que nous passons à 7 ans. Quand on brigue un mandat présidentiel, on est supposé avoir pris connaissance de pas mal de choses, notamment le fonctionnement de l'armée. Le programme s'est fait sur la base de quelques faits réels. Alors on n'arrive pas à comprendre. Félix Tshisekedi en Belgique, il revient justement, il dit que maintenant il comprend mieux les choses qu'il ne les avait comprises hier. Est-ce qu'on ne comprend pas bien exactement ce qu'il C'est une déclaration qui est normale. Même aujourd'hui, si vous devenez président de la République, c'est ce que je vous souhaite d'ailleurs, vous devenez président de la République, il y a des réalités que vous ne connaissez pas. Quand vous arrivez là sur place, on vous dit qu'ici ça fonctionne comme ça. Donc vous devrez avoir le temps de connaître d'abord le fonctionnement de la maison. Et sur base de quoi on fait le programme? Mais les programmes, on envisage toujours. Il y a une vision qui est là. On s'est dit, je dois devenir président de la République. Mais quand je deviendrai président de la République, je dois faire telle chose, telle chose, telle chose. Mais quand vous arrivez également, il y a des réalités que vous trouvez sur place. Donc, pas forcément ces réalités ont trait à ce que vous avez envisagé. Donc ça, c'était les premiers axes de notre proposition. Le deuxième axe, c'est par rapport à la suppression des institutions budgétivores, qui aujourd'hui... même si toutes ces institutions n'existeraient pas, les pays fonctionneraient normalement. Par exemple, le CENSA. Le CENSA nous sert à rien. La Commission nationale des droits de l'homme, rien du tout. Le Conseil économique et social, rien du tout. Le Sénat, qui fait d'ailleurs le double emploi, rien du tout. Et vous verrez que toutes ces institutions ont été créées à la suite, après l'accord global et inclusif de Sun City, dont la seule motivation était de caser les belligérants, tout simplement. Je reviens vers vous. Bon, je finis tout rapidement. Il y a troisième axe. Oui. Nous voulons la double nationalité. Aujourd'hui, si vous allez dans notre parlement, vous voyez même notre classe politique, il y a des Chinois, des Pakistanais, des Indonésiens et consorts. Formalisons ce qui existe déjà. Ayons la double nationalité, sortons de l'exclusivité. Et puis, quatrièmement, nous voulons qu'il y ait un régime présidentiel. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas du courant, dans votre quartier, il n'y a pas du courant, on dit directement, c'est parce que Félix Tshisekedi est là, ou soit papa Félix vient nous arranger les courants. S'il n'y a pas d'eau, on fait référence à lui. Donc, aujourd'hui, nous disons, les gens oublient que c'est lui qui est là comme... qui gère les pays au quotidien, c'est le Premier ministre, les gens oublient que c'est le Premier ministre, tous font référence au président de la République. Raison pour laquelle, et puis le Premier ministre est là comme exécutant de la vision du président.
Alors, nous disons qu'il n'y a pas, il n'existe pas quelqu'un qui exécuterait mieux sa vision que le président de la République lui-même. Donc, nous voulons que, tenant compte de nos réalités, que nous passions maintenant à un régime qui serait présidentiel. C'est ça un peu le... Merci Cédric Ayaka. Je reviens vers vous, nos propositions. Maître Jonathan Hello, vous avez suivi religieusement les explications de Maître Cédric Ayaka. Il parle des raisons, il a soulevé les raisons pour lesquelles ils veulent réviser la Constitution et notamment supprimer les institutions budgétivores. On va quitter un mandat de 5 ans vers un mandat de 7 ans. La RDC est un pays vaste, continental presque. Est-ce important d'avoir plus de 5 ans pour un président de la République afin de mieux gérer le pays? Premièrement, je voudrais circonscrire mon propos sur la question de la Constitution. Qu'est-ce que cette Constitution dont on parle? Quelle est la Constitution dont on parle? Maître Ayaka, vous parlez de la Constitution d'un pays qui a connu ce qu'on a appelé la guerre mondiale africaine. C'est une Constitution, c'est vrai, elle date de 2006. Qui date de 2006, mais dont la rédaction a mis terme à la plus longue transition dans l'histoire du monde aujourd'hui. Une transition qui est partie de 91 à 2006. Donc, c'est un pacte républicain qui fait que notre pays qui était... De 2001, vous voulez dire? De 91. De 91 avec avec la conférence nationale, les souveraines. On est passé de transition en transition jusqu'à 2006. Donc c'est du 24 avril 90 même, je crois. 24 avril 90 à 2006, le 18 février. Notre constitution, c'est notre pacte républicain. C'est le socle sur lequel nous avons voulu bâtir ce pays qui s'appelle le Congo. C'est la nouvelle alliance. C'est comme notre nouveau testament. À la différence du Nouveau Testament, c'est que la Constitution, elle, est révisable. Voilà. Il n'y a que la Bible et le Coran qui ne sont pas révisables. Ça, je suis totalement d'accord avec vous, Maître Ayaka. Là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est qu'il y a le principe sacro-saint de l'intangibilité de certaines matières consacrées par l'article 220. C'est-à-dire, ce que vous énumérez, je prends de mémoire par exemple la suppression du CENSA. Le CENSA n'est pas marqué dans la Constitution. Le CENSA est une institution d'appui à la démocratie. Il y a une loi. Ça peut tomber. Monsieur Mbikaï, qui est député national, peut proposer la fin du CENSA. Il ne sera pas le premier. Et le Sénat, c'est constitutionnel. Le Sénat, c'est constitutionnel. Oui. Si on veut retoucher le Sénat, il n'y a qu'à... Si on veut supprimer, comme on propose... Oui, parce que c'est la modification du Parlement, mais ce n'est pas sa suppression, parce que le Parlement peut être monocaméral ou bicaméral. On peut réviser la Constitution pour ça. Le troisième point, la double nationalité, on peut réviser la Constitution, et même que les considérations sociologiques de notre pays doivent nous pousser à mûrir la question. La question du mandat du président à 5 ans est une question qui répond, dans l'avant-propos de la Constitution, au problème qui a émaillé l'exercice du pouvoir depuis 1960, à savoir la légitimité. Un pays comme le Congo ne peut pas être dirigé par un homme fort. C'est pour ça que la Constitution congolaise, et j'aime bien sa configuration... Au bout de 7 ans, on est toujours légitime, non, Jonathan? Oui, sauf que il y a le principe du contre-pouvoir aujourd'hui. Le président ne doit pas avoir tous les pouvoirs. Ce serait suicidaire et ça nous entraînerait vers une inéluctable dérive dictatoriale. Le président Tshisekedi disait à ses partisans de ne pas faire de lui un dictateur. Aujourd'hui, un mandat de 7 ans ne ferait pas de lui un dictateur, mais rallongerait. Aujourd'hui, vous n'avez plus un pays au monde où un chef d'État fait 7 ans. C'est d'une ancienne époque. Monsieur, au Sénégal, c'est combien de temps? Maître Ayaka, au Sénégal, ils sont passés au quinquennat. Le président Sall a fait supprimer le Sénat. Okay. Il a exercé le premier mandat à 7 ans. Il a fait changer pour passer à 5 ans. La France qui était à 7 est repassée à 5. Il n'y a pas de pays, encore aujourd'hui, démocratique du moins, où ça se passe comme ça, même pas en Russie. Parce qu'on dit que nous sommes un très grand pays. En Chine, par exemple, vous avez un mandat de 10 ans, mais non renouvelable. C'est-à-dire, vous faites vos 10 ans et puis vous partez. En une fois. C'est vrai que la matière, je ne suis pas contre
Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on ne peut pas parler de la Constitution parce qu'il y a un mandat qui se termine. Le président Tshisekedi n'a pas besoin de réviser la Constitution aujourd'hui pour se présenter en 2023. Donc ceux qui essayent de faire croire ça devraient voir aussi ces donnes. Ce que je veux dire, c'est ce débat ne peut pas favoriser un quelconque prolongement, pas du tout. Non, peut-être que ça lui donnerait du temps. Mais on parle des institutions budgétivores. Là, on parle de révision constitutionnelle. Donc ça veut dire que ça va par l'Assemblée, ça va par le Sénat. Il faut voir le réalisme politique. Vous voyez une initiative, parce qu'il faut expliquer, parce qu'il y a des étudiants. C'est vrai que mon co-débatteur du soir ne veut pas qu'on fasse du juridicisme, mais il y a des étudiants dont je vais tâcher d'être plus ou moins pédagogique sur ce point de vue. Je prends la jurisprudence de la loi constitutionnelle, de la loi portant révision de la Constitution du 20 janvier 2011. Cette loi qui modifiait certains articles de la Constitution est passée par le Parlement. Et c'est quoi la trajectoire d'une initiative de révision constitutionnelle? Le Parlement est saisi, une chambre, la première chambre, vote l'initiative, l'accepte ou pas. Et c'est au retour, ça va dans la deuxième chambre, ça va au Sénat, en l'occurrence, parce que le gouvernement, généralement, saisit l'Assemblée nationale. Ça va au Sénat. Et c'est le Sénat qui dit oui ou non à cette proposition de loi. Mais contrairement aux autres lois, parce qu'une loi normale, mon confrère le sait, lorsqu'elle passe par les deux chambres, en cas de désaccord, il y a une commission mixte et paritaire des deux chambres, et c'est l'Assemblée nationale qui tranche. Là, en l'occurrence, pour la révision constitutionnelle, le Sénat a un droit de veto sur une initiative de révision constitutionnelle. C'est-à-dire, vous allez en tout pragmatisme. Ça va viser sa propre suppression. En tout pragmatisme, le Sénat va voter la suppression du Sénat. On a un problème. Et lorsque le Sénat dit non, c'est fini, on repart à zéro. Mais concernant, j'ai vu le programme de l'Assemblée nationale, il y a une pétition de la révision, portant révision de la Constitution, qui a été déposée par le député Délice Sama, qui est programmée, je crois que c'est le point 24 du planning de l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire qu'il y a aujourd'hui une initiative en révision de la Constitution. Pourquoi aller, par exemple, toucher l'article 220 ? Pourquoi ? Donc ça veut dire que on va toucher à l'article 220, on va détricoter le socle de notre pays aujourd'hui, parce qu'on estime qu'un chef d'État peut venir dire « je viens apprendre ». Non. Lorsqu'on veut être président, j'espère que vous me permettrez d'avoir autant de paroles que mon co-débatteur, lorsqu'on devient chef d'État, cher ami, on traverse l'apprentissage normal. Le chef de l'État, ce n'est pas un homme normal. C'est pour ça qu'il a autant de collaborateurs. On ne peut pas dire je viens m'imprégner de la situation du pouvoir quand je serai au pouvoir. Non. Il a dit à 2 reprises déjà. Non, je ne personnalise pas. Il apprend des nouvelles choses. Je ne personnalise pas le débat. Je parle surtout du fait que lorsque nous, qui sommes jeunes, lorsqu'on veut exercer des hautes fonctions, on doit s'y préparer. Et on doit s'y préparer conséquemment. Vous savez, Napoléon disait, avoir des ambitions sans en avoir les compétences est un crime. Lorsque vous voulez devenir chef de l'État, ça veut dire que vous vous dites que, écoutez, moi, ce que je vais faire, quand je serai au pouvoir, ce sera ça, parce que je suis au courant de telle réalité. C'est comme ça que la constitution d'un programme de gouvernement ou d'un programme présidentiel se fait avec des experts et pas avec des partisans creux qui vont crier. Aujourd'hui, j'aimerais attirer l'attention, et ce sera ma conclusion, j'aimerais attirer l'attention du président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, il y a des propositions de tous ordres. On a eu la loi sur la congolité. Aujourd'hui, on a la révision constitutionnelle. Vous remarquerez que tous ces gens qui proposent ce genre de loi clivantes, parce que ce sont des lois dangereuses dans le sens où elles risquent de... C'est un peu comme si on enlevait le socle de cette table. Tout le plateau s'écoulerait. C'est ça qui se passe. Lorsque vous prenez la congolité... On enlève un socle pour en mettre un autre, simplement. Non, lorsque vous enlevez, tout tombe d'abord. Le temps de mettre autre chose, il faut du temps pour reconstruire. Ça veut dire qu'il faudra réadapter nos réalités à quelque chose. On a une constitution. Aujourd'hui, il faut rester dessus. Je disais, ces gens qui sont en train de proposer n'ont pas voté pour lui en 2018. Alors ça, on peut que pas, ce soit absolument. Oui, on non. ne sait pas s'ils ont voté pour le président Mbikai était dans l'AFDCA, il a battu campagne pour Emmanuel Ramazan Chadari. Noël Chani était candidat lui-même, il a voté pour sa propre tête. Donc je peux vous dire
que c'est une réalité. Ces gens qui proposent, c'est pour ça que j'ai refusé d'entrer, de vous dire, écoutez, ça va favoriser le président Tshisekedi. Non, parce que les gens qui sont en train de faire sont en train de mettre un climat de méfiance entre le président et son peuple. Alors, je reviens vers vous, mais je voudrais bien vous résumer. Vous dites que la révision peut être, plutôt la Constitution peut être révisée, oui, mais vous pensez qu'on ne devrait pas toucher non, notamment elle peut être révisée, et même aujourd'hui, on peut réviser. Totalement. Si vous voulez changer totalement le drapeau, le mettre rouge, le mettre bleu, mais on ne peut pas réviser toute la Constitution. Il y a ce qu'on appelle le bloc intangible. Voilà. La Constitution interdit la révision de certaines matières, parmi lesquelles le septennat, le quinquennat, le nombre de mandats, la durée d'un mandat présidentiel. Il y a plein, c'est l'article 220 de la Constitution que mon co-débatteur connaît sans doute mieux que moi. On sait aussi que chez vous, les juristes, bien que ce soit des matières intangibles, mais ils sont quand même révisables. Non, ça on le sait, il y a la Constitution est formelle à ce point de vue. Il y a à boire et à manger chez vous, les juristes. Il pourra vous dire. Je reviens vers vous. Il a dit que c'est intangible, intouchable, absolument. Vous répondrez à cette question. Vous avez vu quelques obstacles soulevés par Jonathan Eloo Okito, excusez-moi, qui dit que le Sénat aura aussi un rôle à jouer dans la trajectoire que va prendre cette révision. Est-ce qu'elle va accepter elle-même de voter une loi, une proposition, je ne sais pas, qui va aboutir à sa propre suppression? Ça fait partie des obstacles. Il y a aussi l'autre obstacle de faire adhérer la population à votre point de vue. On commence par ce premier obstacle, la trajectoire de la révision. Vous avez pensé à ça? Bon, cher Gaëtan, et j'ai suivi religieusement mon co-débatteur. Je dirais ceci. Là, c'est la population, c'est le peuple congolais. C'est d'abord le peuple congolais qui a verrouillé. En fait, comment ça va se passer? Comment vous pensez réviser cette constitution, vous? C'est le peuple qui a rendu intangible l'article 220. Et c'est à ce même peuple-là d'échanger s'il ne se retrouve pas dans ce qui a été fait. Donc aujourd'hui, notre démarche n'est pas celle de la révision constitutionnelle. C'est pas ça. Notre démarche est du passage de la 3e vers la 4e République. C'est ce que nous prenons. Parce qu'aujourd'hui, je vous dirais que... Pour cela, on ne devra pas réviser la Constitution. Je vous dirais que... Il s'agit tout simplement, il faut consulter le peuple par les référendums, tout simplement. Que nous proposons d'ailleurs que ça soit jumelé ou couplé le même jour qu'il y aura scrutin en 2023. Donc ça, c'était une parenthèse. Donc, aujourd'hui, nous avons fait un constat parce que notre motivation est basée sur quelque chose. Nous avons fait un constat que ce sont les délégués, disons, ceux qui bénéficient de la délégation du pouvoir du peuple, qui s'enrichissent au détriment du peuple. Parce qu'aujourd'hui, quand les politiques se créent autant d'institutions pour se retrouver, alors que gagnent ces peuples? Aujourd'hui, vous avez peut-être un jeune ou un monsieur qui était là, vous étiez ensemble dans un quartier, et ce monsieur-là est candidat, il gagne aux élections, et ce monsieur-là, c'est sa vie qui change. Il va habiter Gombe. Il va habiter Gombe, il quitte ses quartiers, il vous oublie même. Même quand vous l'appelez, il ne prend plus. Parfois, il change même son numéro de téléphone. Donc, c'est sa vie qui change. Il était locataire, il devient bailleur. Il avait peut-être un vélo, il a maintenant une Jeep. Donc, c'est sa vie qui change. Et vous constaterez que depuis que cette proposition a été lancée, c'est plus les politiques qui sont agités que le peuple. C'est ça aussi les constats. Peut-être parce que le peuple ne comprend pas. Alors, nous disons, peut-être parce que le peuple ne comprend pas encore, on n'a pas assez vulgarisé votre loi. Nous sollicitons le passage, nous avons lancé une réflexion pour qu'ensemble nous puissions dégager de la lumière. Aujourd'hui, nous disons, le peuple gagnerait beaucoup si nous passons de 5 à 7 ans. Parce que les élections en elles-mêmes coûtent à la République, coûtent à la République pour les élections passées, coûte à la République 1 milliard 200 millions de dollars. Alors, si aujourd'hui, donc pratiquement par an, nous avons 240 millions de dollars que nous devions économiser. Alors, si aujourd'hui, nous passons de 5 à 7 ans, on aura 240 millions de dollars x 2 que nous aurons économisés. Ce sera 480 millions de dollars ces millions seraient bénéfiques pour peut-être, nous disons aujourd'hui que les secteurs productifs et la défense nationale doivent être renforcés au détriment de financer les institutions qui
qui nous aide pas, qui nous avance à rien du tout. Alors, nous ne pouvons pas, nous sommes dans une république qui a autant de problèmes et nous sortons également de la pandémie à Covid-19 qui a mis toutes les économies du monde en berne. Alors aujourd'hui, nous serons sorciers, passez-moi les termes, envers nous-mêmes si nous continuons à vivre comme si on n'a pas connu, le monde n'a pas été, l'économie mondiale n'a pas été frappée par les effets collatéraux de la pandémie à Covid-19. Donc aujourd'hui, nous disons que la démocratie, nous avons fait un constat que la démocratie coûte très cher. Pour permettre à l'État de faire des économies, pourquoi ne pas réfléchir autour de la réduction du train de vie simplement de l'État comme a pensé de lycée Sang, il y en a beaucoup. Mais la réduction des trains, ça fait partie de la réduction du train de vie. Parce que si aujourd'hui nous supprimons les institutions qui ne donnent rien à la République, c'est plus que la réduction du train de vie. Aujourd'hui, la démocratie coûte plus cher que le développement. Est-ce que c'est normal dans un pays comme le nôtre? Est-ce vrai que le Sénat, le Conseil économique, le Conseil national des droits de l'homme ne foutent rien? C'est un peu fort le propos tenu par... Je suis content de la démarche, de la réflexion que veut apporter le Parti travail. Bon, après, c'est un peu ingrat de votre part parce que grâce au CNSA, oui. Monsieur Mbikaï a été ministre dans ce pays. Il ne faut pas oublier qu'il est devenu ministre après les différents dialogues. Donc il est aussi quelque part à la base de la création de cette institution que vous appelez aujourd'hui budgétivore. Mais bon, bref, la gratitude n'est pas de ce monde. Je pense tout simplement que, déjà, il y a un deuxième obstacle qu'il a soulevé, parce que lui parle du changement de la Constitution. Nous sommes au Congo, le référendum d'initiative populaire, nous ne sommes pas en Suisse. C'est en Suisse que le référendum d'initiative populaire se fait comme ça, où le peuple se met. La pétition dont il est question, les 100 000 signatures, c'est pour la révision constitutionnelle. Donc, vous nous envoyez dans un saut en hauteur de quelque chose que nous ne saurons pas gérer. On ne sait pas. Ça sera comment ça va se passer. Ça sera une constituante, ça sera les institutions de la Troisième République qui vont écrire la Quatrième République. Vous dites par exemple que vous allez organiser cette élection le jour des élections de 2023. Couplé. Ça veut dire que vous augmentez le coût de l'élection que vous voulez rabattre. Pourquoi par exemple? Parce que c'est un nouveau scrutin, c'est plusieurs autres bulletins qu'il faut imprimer. On est d'accord. C'est qu'on a 2 élections le même jour. On va faire une pierre 3. Non, parce que il y a les bulletins, il y a l'organisation, c'est tout un phénomène. Et puis, imaginez, il y a un vote. On vote et puis on dit oui à 80%. Le président Tshisekedi est élu. Qu'est-ce qu'on considère? Qu'il est président élu pour la 4e République ou pour la 3e République? Parce qu'il est élu. Non, un instant. Je lui donne toutes mes questions et il répondra tout à l'heure. Lorsqu'il est élu, le soir où il est élu pour 5 ou pour 7 ans? Parce que vous savez très bien que les élections ne seront pas rétroactives. Il faut dire la vérité au peuple. On ne va pas dire au président Tshisekedi, faites 7 ans. On va lui dire, faites 3 ans. Parce que la constitution pour laquelle vous aurez droit à 7 ans n'a pas encore été promulguée. N'aura pas encore été promulguée. Donc n'aura pas été en vigueur au moment de son élection. Et lorsqu'il parle des institutions budgétivores, je l'ai dit tantôt, le CNSA, c'est une simple loi qu'on peut abroger. Monsieur Mbikaï est parlementaire, il peut proposer une initiative de loi, je crois que ça a déjà été fait, mais il peut soutenir son collègue, je ne sais plus c'est lequel. Alors, je n'arrive pas à vous comprendre, vous dites que toute cette initiative, c'est pas pour soutenir quelqu'un, mais vous êtes en même temps contre cela. Non, en filigrane, il y a quoi? Il y a quoi derrière l'intention de Mbikaï? Vous savez, dans tous les pays du monde, aux États-Unis, en France, etc., il y a toujours des réflexions sur les nouvelles constitutions. Jean-Luc Mélenchon en France fait campagne depuis des années sur une 6e République. On ne peut pas interdire à des savants, parce que ce sont des savants. Monsieur Mbikaï est un professeur, que je sache. Donc ce sont des savants. On ne peut pas interdire à un savant de réfléchir. Mais on ne peut pas nous interdire. Mbikaï, oui, votre réponse. Bon, on ne peut pas nous interdire. En répondant à mon co-débatteur, que je respecte d'ailleurs en passant, moi aussi, je dirais que l'honorable Steve Mbikaï n'a pas été membre du gouvernement ou n'est pas entré au gouvernement grâce au CNSA. C'est pas ça. C'est pas ça. Il y a eu un accord. Oui. Peut-être vous oubliez même... Je peux répondre à la question. Peut-être vous oubliez même la mission pour laquelle les CNSA est là. Les CNSA n'est pas là pour caser des individus. Non.
Et si même, allons même, réfléchissons même par absurde, que si l'honorable Steve Mbikai fut membre du gouvernement grâce au CENSA, mais est-ce qu'aujourd'hui, la présence du CENSA se justifie encore? Peut-être si vous avez un problème avec votre épouse, il faut juste une loi, c'est le CENSA qui viendra, ou soit si moi j'ai un problème CENSA avec mon épouse, le CENSA viendra pour résoudre. Parce que la présence du CENSA aujourd'hui ne se justifie pas. C'est ça ma question. Je ne dis pas que pour supprimer les CENSA, il faut toucher à la Constitution, ce n'est pas ce que je dis. Mais nous avons lancé une réflexion pour qu'ensemble, nous puissions voir, nous avons des chiffres. Nous vous avions dit, si aujourd'hui, nous passons de 5 à 7 ans, voilà ce que nous gagnerons. Si aujourd'hui, nous vivons déjà des réalités, formalisons ces réalités, sortons de l'hypocrisie, c'est là où nous sommes. Merci, c'est pratiquement la fin de l'émission. 30 secondes pour votre dernier mot, Maître Elo Okito. Non, merci beaucoup à mon co-débatteur, merci beaucoup à vous. J'aimerais juste attirer l'attention de la population sur la dangerosité de certaines propositions. Je vous ai montré ici, preuve à l'appui, que vous avez là quelqu'un qui veut réduire les coûts de l'élection, mais il veut les charger. Quelqu'un qui veut organiser les élections, mais qui ne seront pas dans l'ordre constitutionnel dans lequel ils devraient œuvrer. Donc c'est une réflexion qui, c'est vrai que ils réfléchissent, ils ont réfléchi à haute voix, mais c'est une réflexion qui n'est pas encore mûre. Et je conseillerais à M. Mbikai et à tous les tenants de cette théorie de mûrir leur réflexion sur le comment, sur le pourquoi et sur le qu'est-ce qu'il y aura sur le contenu de cette fameuse, même pas révision de constitution, je crois qu'il faut parler de changement de constitution et de changement de république. Donc il y a une nuance que j'aimerais apporter à votre parti. Cédric Kayaka, votre dernier mot. Bon, pour nous, en tout cas... Révision, changement de la constitution. Nous prenons les changements de la constitution, le passage de la 3e à la 4e république, avec tous les axes majeurs que je vous ai énumérés durant cette émission. Est-ce que ça ne veut pas dire, quand on passe d'une république à une autre, que tous les mandats des Félix de Viro, le compteur est à zéro, tu sais qu'il peut encore se représenter après son second mandat. Les débats sur les individus. Nous ne faisons pas la chose calquée à la personne du président Tshisekedi. Si aujourd'hui, mon co-débatteur Jonathan devenait président de la République, il en sera bénéficiaire, s'il faut dire en ces termes. Donc, et puis, ce que nous disons par rapport au référendum, je crois que le référendum coûterait moins cher à la République si il est couplé avec l'élection de 2023, qui est d'être organisé seul. Il suffirait d'avoir un bulletin pour oui ou non, tout simplement. Merci Cédric Kayaka, cadre au Parti travailliste et communicateur au sein du Front patriotique de Steve Mbikai. En face de vous, il y avait Elo Okito, secrétaire général de Tous pour le Congo, un autre parti politique. C'était un réel plaisir d'avoir ce débat, des passionnés comme vous l'avez souhaité tout au début. Merci Maître Jonathan pour ce moment passé ensemble. Merci à vous. Merci à vous également, Madame, Monsieur, pour votre attention.